d'honneur aussi que je vais céder la parole à Maurice Culot, que je remercie infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. C'était très important pour nous toutes et pour nous tous. Vous nous faites vraiment un grand honneur et que voilà, dont nous avons vraiment conscience. Je me permets de dire quelques mots pour vous présenter. Vous faites vivre depuis de nombreuses années votre amour de ces années 20 et 1920-1930, à la fois dans des constructions et des livres qui visent à cette renaissance architecturale et urbaine inspirée des meilleures réalisations de cette première moitié du XXe siècle. Vous êtes architecte, urbaniste, éditeur, historien des villes et de l'architecture. Vous avez fondé les archives d'architectes modernes et la Fondation pour l'architecture à Bruxelles. Vous avez fondé les éditions AAM d'archives d'architecture moderne et vous êtes un des plus grands spécialistes de l'art nouveau et de l'art déco. Ces éditions AAM jouent un rôle majeur dans la diffusion des idées critiques sur l'architecture et l'urbanisme et c'est à vous que nous devons ce très beau livre que vous avez apporté. Je vous en remercie infiniment. Si vous voulez que je le montre, c'est vraiment le livre, l'ouvrage de référence pour nous toutes et toutes sur Albert Laprade. Et c'est vous, Monsieur Culot, qui l'avez rédigé, coordonné. Albert Laprade, architecte, jardinier, urbaniste, dessinateur et serviteur du patrimoine. Avec vos co-autrices, Anne Lambriche et Dominique Delaunay. C'était aux éditions en 2007 aux éditions Norma et de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, d'où le lien avec David Pesseret que je faisais tout à l'heure. Je tiens enfin à dire ma joie que les petits-enfants d'Albert Laprade soient aujourd'hui présents. Luc Barré, merci infiniment d'être là et puis tout à l'heure de conclure ce colloque. Vous avez eu l'immense gentillesse de tous et toutes venir en famille revisiter tous ces lieux d'Albert Laprade. C'est avec beaucoup d'émotion également que je salue et que je vous remercie de votre présence. Maurice Culot, si vous voulez bien prendre la parole, un grand merci à vous. Vous m'entendez? Il y a une trentaine d'années, la cité universitaire n'était vraiment pas considérée comme un patrimoine très important à Paris. Et pourtant, son concepteur, Lucien Bechmann, un architecte immense, dont le fils était aussi un très grand écrivain, Lucien Bechmann avait imaginé que la cité universitaire se présenterait sous la forme d'un campus américain ou anglais, dans ce style un peu médiéval revisité. Il y a 30 ans, le bâtiment qui donne sur la rue, en remontant l'avenue ici à l'angle, a fait l'objet d'une transformation hideuse. On a remplacé les fins châssis métalliques par des châssis en plastique blanc, qui sont plus grands que les ouvertures. Il faut voir ça, c'est toujours là aujourd'hui. À quelques-uns, quelques historiens, on a arrêté le massacre, mais il est toujours là. Et je pense qu'il faudrait, Monsieur le Président, remettre la façade de ce bâtiment en état. Ce serait, je trouve, ils sont là depuis 30 ans, ils ont fait leur temps. Ça vaudrait la peine, je dirais, de rendre hommage à Bechmann, cet immense architecte. Je voudrais dire, on a parlé tout à l'heure de ce beau palais de la Porte Dorée. Allez voir le palais de la Porte Dorée aujourd'hui, combien les abords du palais sont maltraités. C'est une honte. On a l'impression qu'on est entré dans le zoo, alors que se trouve devant un des grands bâtiments du patrimoine parisien. On peut toujours regretter que ce bâtiment n'ait pas accueilli le grand musée de l'Art déco à Paris, parce qu'il aurait été un lieu idéal. Albert Laprade a laissé, comme tous les architectes, a fait des bâtiments formidables, mais on a fait qu'ils étaient moins réussis. La cité administrative de Lille n'est pas un bâtiment, je pense, qui passera à l'histoire, malheureusement. Mais par rapport à un architecte comme Le Corbusier, qui a eu un héritage, une suite des architectes qui se sont revendiqués de lui et qui ont poursuivi un peu l'œuvre de Le Corbusier. Albert Laprade, s'il a fait des bâtiments emblématiques, formidables, on peut dire n'a pas eu d'école véritablement.
alors qu'il est l'auteur d'un des bâtiments, d'un des ensembles les plus importants du XXe siècle. Et je veux parler de cet immeuble qui peut être considéré comme un des points de départ de la Renaissance urbaine, qui est ce qu'on appelait à l'époque la cité indigène au Maroc, ou la cité des Abous au Maroc. C'est un ensemble absolument étonnant, en avance sur son temps. Il a utilisé, réinterprété d'une manière formidable l'architecture locale en créant aux ordres de rues étroites, couvertes de temps en temps par des dais de feuillage ou de tissus pour apporter de l'ombre, des maisons conçues aux ordres de petits patios. C'est un exemple fantastique et probablement un bâtiment, un ensemble que le Maroc devrait mettre en avant parce que c'est là une étape formidable dans la Renaissance urbaine. On peut dire que ce bâtiment se situe dans la foulée d'autres exemples européens aussi importants. Je pense au Pueblo espagnol de Barcelone, je pense aux travaux de Hassan Fathy. On pourrait dire que cette cité indigène de la Prade annonce le travail fantastique de Françoise Poëri à Port-Grimaud, reconnu aujourd'hui d'une manière internationale comme étant un des pères du nouvel urbanisme. Et je crois que l'héritage de la Prade tient tout entier dans cette cité des Abous, dans cette cité dite indigène, qu'il faudrait, je pense, mettre en valeur. Il faudrait, je pense, construire une très belle maquette de cette cité qui serait un modèle pour les architectes, pour les urbanistes. Et je crois que là, le Maroc tient un des bâtiments un ensemble les plus importants du XXe siècle, qui a été conçu par la Prade. Il n'en a pas vu, il a dû abandonner le projet en cours de route, mais il en est l'initiateur, avec une organisation d'une place centrale, avec un système de rue, un système d'arcade, un ensemble absolument exceptionnel. Voilà, je voulais attirer simplement votre attention sur ce projet-là, parce qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur. Et puisqu'on est dans la Maison du Maroc, je pense que c'est un bâtiment à qui il faudrait peut-être consacrer un livre. Je l'ai dit très volontiers, voilà. Mais ce bâtiment a une importance formidable. Voilà, je voulais vous dire que quand nous avons fait ce livre sur la Prade, Anne Lambrix et moi, au début des années 2000, c'était un travail formidable parce que nous étions en contact permanent avec la fille d'Albert Laprade, qui entre autres, Albert Laprade a connu un succès éditorial formidable avec ses carnets. Il se promenait et dessinait les chœurs anciens des villes, et souvent c'était sa fille qui dessinait les personnages. Et donc on a eu le plaisir d'être au cœur de cette maison où a vécu Albert Laprade, et qui était un moment de grande émotion. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous me permettrez de faire éventuellement circuler le livre? Oui, comme ça, si jamais certains ont envie de le regarder. Merci infiniment. Il est un peu lourd, hein? Oh oui. Merci, maman. Alors, j'ai le plaisir d'introduire maintenant Jean-Baptiste Minaert, que je remercie également infiniment de venir introduire ce colloque. Jean-Baptiste Minaert, vous êtes professeur d'histoire de l'art contemporain à Sorbonne Université et membre du centre André Chastel. Vous êtes spécialisé en histoire de l'architecture et d'urbanisme du XXe siècle et vous avez consacré un ouvrage, enfin beaucoup d'ouvrages, mais un ouvrage notamment à l'architecte décorateur Pierre Barbe et à différents architectes décorateurs parisiens, dont Henri Sauvage. Vous avez beaucoup travaillé sur les faubourgs
de Paris, et notamment sur le faubourg Saint-Antoine à Paris. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais vous travaillez également autour des pays du pourtour méditerranéen, et vous organisez colloques et livres traitant de ces nombreux sujets. Simultanément à tous ces travaux, vous avez aussi co-signé des ouvrages par rapport aux grands magasins parisiens que nous avons tous connus, que nous connaissons de la Samaritaine, et co-dirigé différents numéros autour, notamment dans la revue In situ, revue des patrimoines, autour des héritages et patrimoines de l'art déco. D'où ce lien évidemment à Albert Laprade. Et à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, vous avez co-organisé une exposition et co-dirigé un ouvrage consacré à l'architecte Jean Tsoumi. Voilà, ceci pour dire quelques mots de vous et vous remercie encore infiniment de nous présenter tous ces documents également ce matin autour d'Albert Laprade. Merci beaucoup Julie, c'est un honneur mais c'est lourd de charge de parler après Maurice, que je connais depuis 40 ans et qui est un petit peu mon mentor et mon maître à penser pour tout ce qui est de l'ordre de l'architecture du XXe siècle et de ses redécouvertes non doctrinales. Je vous remercie Julie et Pascal Dejean pour l'organisation de ce colloque. Merci à la Maison du Maroc qui nous accueille ici dans un bâtiment splendide, à la Fondation Lucien Paille tout à l'heure et à la Fondation Adolphe Granchet aussi tout à l'heure, je l'espère. Merci à la Cité internationale universitaire et à Monsieur le Président. Merci à votre accueil aussi, pour votre accueil, Madame la maire du 14e arrondissement. Alors c'est vrai que c'est le centenaire de la Cité internationale universitaire, c'est aussi le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris 1925, auquel le ministère de la Culture a consacré un numéro de la revue In situ, que j'ai co-dirigé avec Jérémy Serment, consacré donc patrimoine et héritage de l'art déco, qui est sorti le jour même de l'ouverture de l'exposition de 1925, le 28 avril 2025. On a tenu à cette synchronie. Alors, Albert Laprade, donc, je remercie beaucoup, j'ai 61 images à vous faire défiler dans les 15 minutes que je vais tenir absolument pour ne pas entacher le bon déroulement. Voilà, donc vous pouvez y aller en manière supersonique et cette deuxième étudiant, ça va s'imprimer dans vos cerveaux de manière subliminale et vous allez repenser à Albert Laprade jusqu'au restant de vos jours. Précisément parce que c'était subliminal. Enfin, c'est un souhait, c'est peut-être une invocation. Voilà, donc Albert Laprade a pour l'historiographie l'intérêt d'une créativité polymorphe qui est indifférente au manichéisme du débat architectural de son temps. Sa très riche carrière va de sa formation auprès du constructeur de châteaux René Sergent, son oncle par alliance, jusqu'à la concession Citroën de la rue Marbeuf, de ses réalisations marocaines et du palais de la Porte Dorée à l'immeuble de la compagnie parisienne d'électricité de la rue de Rennes et au pavillon de la Cité internationale universitaire dont celui où nous nous trouvons. De l'ambassade de France à Ankara, à la préfecture du boulevard Morland et au barrage de Génissia. Du siège de la Voie du Nord à Lille, à la cité administrative en 7000 Lille, et je suis moins sévère que toi Maurice, c'est un bâtiment, cette cité administrative de Lille, qui mérite d'être regardée attentivement. L'œuvre exceptionnellement variée de Laprade invite à une compréhension plus fine et plus riche de l'histoire de l'architecture française au XXe siècle, et c'était l'objet, Maurice, du livre que tu as fait en 2007 avec Anne Lambrix. L'histoire de l'architecture contemporaine fut longtemps une histoire bataille, une histoire des vanités qui a nourri l'illusion de l'homme univoque, prophète de son époque, sur le modèle des vies de Vasari. L'œuvre et les écrits de Viollet-le-Duc au XIXe siècle et de Le Corbusier au XXe étaient les deux maîtres étalons de cette historiographie. Et je suis sans doute de la dernière génération qui a été formée dans les années 80, notamment par Maurice, dans les années 80 et 90, qui a été formée à qualifier l'œuvre des architectes par des ismes. En particulier des manichéismes comme modernisme, académisme, classicisme, régionalisme, etc. etc. Et j'ai été formé, j'ai essayé et je continue toute ma vie de m'en défaire, j'ai été formé à opposer tradition et modernité, à porter au pinacle les architectes et les œuvres résolument modernes, les architectures où rien n'était laissé au hasard. Ces catégories étaient autrefois sérieuses, elles sont aujourd'hui heureusement reléguées dans les pages des revues pour salle d'attente de dentistes. L'architecture moderne n'était pas un style, mais une cause, pour paraphraser Anatole Kopp. La doxa moderniste qui dominait mes lectures estudiantines des années 80 aimait l'art nouveau car il était l'héritier de Viollet-le-Duc. Mais elle détestait encore un peu l'art déco car c'était encore un snobisme de galeriste. Art déco éloigné d'ailleurs de tout rationalisme structurel, pensait-on, et surtout détesté de Le Corbusier.
Le pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier, et ces deux réalisations qui sont à quelques dizaines de mètres d'ici, le pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier à l'exposition de 1925 nous était présenté comme une sorte de contre-projet radieux à une époque aveugle, sourde et sotte, liguée contre tout esprit de progrès. Et si Corbu le disait, c'est bien que c'était vrai. Dans ce bric-à-brac de très légitimes positions morales et militances doctrinales, l'histoire de l'architecture avait bien du mal à se frayer son chemin. Le mouvement de protection du patrimoine du XXe siècle, dont Bernard Touillet, ici présent, a été l'un des grands ordonnateurs, s'est engrené aux archives. Et les archives, celles des archives nationales, celles de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et de son centre d'archives, aujourd'hui Boulevard Ney, ont été un levier fondamental à la réinvention de l'histoire de l'architecture contemporaine. Rappelons en passant qu'il y a 200 dessins splendides d'Albert Laprade aux archives municipales de Plessis-Robinson, réellement splendides. Hein. Certains esprits visionnaires, comme Bruno Foucard et Maurice Culot, avaient bien vu, avant tout le monde, dès les années 1970, que la richesse de l'architecture française du XXe siècle repose avant tout sur sa complexité, sa réactivité à toute catégorisation par doctrine. Tout ce que les archives permettent d'éclairer, de démythifier et enfin de scientifiquement construire. D'invisible et d'illisible qu'elle était chez bien des architectes et historiens de cette fin de XXe siècle, l'œuvre d'Albert Laprade, grâce à ces nouvelles approches, a éclaté au grand jour comme l'une des plus grandes, des plus importantes du XXe siècle français. Formé à l'école des Beaux-Arts, atelier Tourner et Redon, propulsé par de nombreuses relations, dont son oncle par alliance, l'architecte de château René Sergent, Albert Laprade fut à la fois un protagoniste du régionalisme, en particulier dans sa dimension coloniale, de l'art déco, du mouvement moderne et du classicisme moderne. Quel horrible pléonasme, comme si le classicisme pouvait n'être pas moderne. Albert Laprade est l'homme du pied de nez aux idéologies, aux doctrines. Architecte parisien, ayant lancé sa carrière dans le protectorat marocain, Albert Laprade a eu aussi cette particularité de beaucoup construire dans le Berry, autour de sa ville natale de Buzançais, à Châteauroux et leurs alentours. Pour le dire de manière lapidaire, Laprade est un architecte central local. Bon, je vais arrêter de jargonner. Cela se retrouve dans son travail où se conjuguent sans conflit classicisme, régionalisme et modernisme. J'aime pas les ismes et je vous les refaire, c'est dommage. Albert Laprade a touché à presque tous ces ismes de son époque pour mieux s'en jouer. Albert Laprade est un dessinateur, un peintre, un coloriste, un maître des matériaux et des végétaux. Il dessine des maisons et des palais. On peut y aller, hein, il y a encore 40 diapositives, j'y ai presque fini. Des jardins, il dessine des maisons et des palais, des jardins et des villes, restaure le patrimoine détruit, détruit par les guerres comme par le philistinisme. L'œuvre de Laprade est considérable. Il sut pour ce faire s'entourer d'associés talentueux, au premier rang desquels Léon-Émile Bazin. C'est pas un homme de l'ombre, Bazin, hein, et ça c'est le grand talent de Laprade, que d'avoir vraiment eu une démarche collective, de faire travailler des gens extrêmement capables autour de lui. Par l'inventivité collective qu'il a su cultiver autour de lui, donc, et en laquelle il a su puiser le meilleur, Albert Laprade n'est jamais sec dans ses traits, ni convenu dans son langage. Il a toujours eu une élégance qui pourrait se contenter de nous charmer, mais cette élégance nous oblige à faire notre métier d'historien, ne jamais nous laisser endormir dans la naphtaline des idées préconçues. Albert Laprade est au-dessus de la mêlée, comme on le dit au rugby, d'un poids lourd qui pousse le pack à lui tout seul. Le mandarin qui ne fut pas pris de Rome, mais qui fut couvert d'honneur et travailla pour les plus prestigieux clients, commencé par l'État, reste paradoxalement un architecte buissonnier, en rugby un ailier, celui qui va plus vite que les autres. Albert Laprade est inclassable, car il est de toutes les classes. Pour une fois que je tiens le chrono. Tu veux dire un mot d'une image? Non, ça va? Non, sinon je finis à 14h. Voilà. Mais si vous pouvez continuer de défiler en attendant que les interlocuteurs suivants arrivent, qu'ils se mettent à parler. Allez-y, allez-y. Je crois qu'on a fini. Voilà, c'est formidable. La cité administrative de Lille, surtout quand il y a une DS-19 devant. Là, Maurice, je crois aussi c'est vers toi. Voilà. Voilà, le barrage de Génisien. Enfin, voilà, je me perds.
Alors, je vais maintenant introduire Claire Rosset. Ça a été une immense joie aussi pour nous tous et tous dans le comité scientifique quand on a appris que quelqu'un avait fait une thèse sur Albert Laprade, hein, parce que c'est pas fréquent non plus en lien avec justement tout ce que Jean-Baptiste expliquait de toute l'histoire de l'architecture et de la vision peut-être aussi d'Albert Laprade dedans. Donc voilà, ça a été vraiment une joie, Claire, quand on a appris tous vos travaux. Et donc merci infiniment également d'accepter d'ouvrir ce colloque aujourd'hui, porte de ce grand savoir. Donc vous êtes architecte, diplômé d'État, docteur en architecture évidemment. Vous avez soutenu une thèse dont je vais parler aujourd'hui en 2018 qui est intitulée « Imaginaire du passé et pensée du monde moderne, processus de médiatisation chez Albert Laprade, architecte », sous la direction de Catherine Momy. Vos recherches doctorales se sont donc plus particulièrement intéressées à l'étude des pratiques éditoriales chez Albert Laprade à partir de sa production dessinée, écrite et publiée. Vous avez été en charge des actions éducatives et de la médiation culturelle au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement Rhône Métropole. Et puis depuis 2022, vous êtes ingénieur de recherche dans un laboratoire à Teuensat, en Normandie, c'est bien ça ? Et vos recherches s'inscrivent dans le champ de l'histoire culturelle de l'architecture et interrogent les relations entre architecture savante, vernaculaire et traditionnelle, mais aussi et surtout les mises en récit à travers les textes de l'architecture. Merci beaucoup, Claire. Je vous laisse le micro. Merci. Alors, juste avant de commencer, je ne sais pas comment je peux passer les diapos en lien avec ce que je dis. Je ne sais pas s'il y a un signe à faire ou un petit outil qui permet de le faire. Donc je fais signe pour passer, ça marche. Ça va être un peu périlleux. Merci. Merci à toutes et à tous et merci pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à ce travail-là, à cette rencontre. Et quand on a travaillé sur Albert Laprade, c'est toujours un plaisir d'habiter pendant quelques heures les lieux qui sont proposés. Et c'est aussi pour moi un très grand honneur de rencontrer Maurice Culot et des gens qui ont travaillé sur Albert Laprade aujourd'hui. Alors peut-être simplement en introduction, je souhaiterais me permettre de rectifier une petite chose, c'est qu'il y a eu une thèse de doctorat avant la mienne sur Albert Laprade qui avait été soutenue en 2000 par Jean-Louis Moine et qui avait fait un premier travail monographique sur l'œuvre d'Albert Laprade. Sous la direction de François Loyer à l'école du Louvre. Donc voilà, je tenais juste à préciser ces éléments-là, parce que ces travaux-là, comme l'ouvrage qui était paru quand j'ai commencé ma thèse en 2013, ont été naturellement des ressources fondamentales pour engager un travail de recherche. Et peut-être également préciser que le travail de recherche que j'ai conduit, c'est effectivement, comme il a été dit, plus particulièrement concentré sur l'œuvre éditoriale de l'architecte Albert Laprade pour des questions personnelles d'intérêt particulier pour ce support-là, cette manière de travailler des architectes au XXe siècle comme source d'intérêt, mais aussi parce que, comme tout travail de recherche, il ne se fait jamais sans embûches. Et on aura peut-être l'occasion de le réévoquer au cours de la journée, mais moi j'ai attaqué une thèse sur Albert Laprade à un moment où une partie du fond était, au début de ma thèse, en déménagement d'un site de Paris vers le site de Fontainebleau, donc qui mobilisait pendant la première année de ma thèse une grosse partie du fonds d'archives Laprade, et qui, après 3 mois d'accessibilité du fonds, s'est retrouvé fermé et inaccessible pour le reste de ma thèse. Donc quand on travaille comme ça, pouvoir s'appuyer sur d'autres natures de fonds et sur d'autres travaux ont été aussi l'occasion de spécifier une approche ou une interrogation. Voilà. Alors peut-être simplement pour clore ce tour d'horizon introductif, je vais vous proposer, moi, de m'attarder plus particulièrement sur la dimension spécifique, une des dimensions spécifiques du travail de Laprade, qui est celle de l'architecte-auteur. Alors peut-être si on peut revenir un peu en arrière. Voilà, merci. Et si, donc, je fais un petit signe pour qu'on bouge de pratique. Voilà, ça marche. Et si le détour de par cette pratique-là n'est pas simple coquetterie ou concours de circonstances d'une thèse un peu laborieuse, c'est aussi parce que, comme le soulignait très justement Maurice Culot et Anne Lambric en ouverture de leur monographie, c'est finalement moins par ses réalisations que par l'exécution de ces fameux carnets de croquis
qu'Albert Laprade a considérablement élargi l'assise de sa notoriété. Et je tiens à souligner quand même ici une des petites rares trouvailles que j'ai eues dans ma thèse, mais qui était l'édition japonaise de l'intégralité des textes, des carnets de croquis, avec, pour ceux qui ont l'occasion de feuilleter ces documents-là, je vous laisse admirer le travail, l'intégralité des légendes traduites en japonais, donc c'est une somme assez étonnante. Alors, lorsque Jacques Duvaux ouvre la préface du volume Les Architectes 1, qui est un recueil d'articles publiés par Albert Laprade dans le bulletin de la SADG, il feint d'ignorer l'abondant héritage de la littérature architecturale, comme l'effervescence de la presse professionnelle internationale. Il affirme effectivement qu'il n'est pas usuel que les architectes écrivent. Alors, il vise surtout ici à souligner le caractère prolixe de la production écrite d'Albert Laprade, mais l'activité de l'architecte-auteur qui conduit Albert Laprade tout au long de sa carrière est loin d'être une pratique isolée, et elle s'inscrit dans une histoire sur le temps long de l'articulation entre l'architecture et les écrits. C'est d'ailleurs dans la parution d'un ouvrage, bien entendu le De Re Aedificatoria d'Alberti, que François Choët identifie la fondation même de la discipline architecturale. Et le développement de l'imprimerie a joué un rôle considérable dans la constitution et dans la diffusion des modèles et des savoirs liés à la construction. Au XXe siècle, comme le rappelle notamment Estelle Thibault, l'imprimé demeure incontestablement un des lieux d'exercice de l'activité de l'architecte, permis notamment par le développement de la presse spécialisée et des techniques de reproduction et d'impression de l'image. L'activité d'architecte-auteur va concourir à inscrire véritablement Albert Laprade sur la scène architecturale. Alors, ainsi, pour l'intervention d'aujourd'hui, je vous propose une présentation qui sera plutôt en deux temps. Un premier temps où il s'agira de vous donner un aperçu global de cette production et de son ampleur, et un aperçu nécessairement loin d'être exhaustif. Et ensuite, d'interroger brièvement ce que nous donne à comprendre cette pratique de son positionnement à travers deux entrées principales, l'architecture de ses contemporains et l'architecture populaire. Alors, en quelques dates, et pour commencer, voici un premier panorama que nous pouvons dresser d'Albert Laprade, auteur. Son premier article paraît dans la revue France-Maroc en 1917, article largement illustré des dessins à main levée de la part de l'architecte et dans lequel il s'interroge sur, comme son titre l'indique, les influences possibles du Maroc dans l'évolution de l'art français. Alors de fait, tout au long de sa carrière, Laprade contribuera à de nombreux périodiques, de manière récurrente comme dans les revues professionnelles, l'architecture d'aujourd'hui ou l'architecture française, mais aussi dans des revues que l'on peut qualifier de plus grand public comme l'Illustration, Plaisir de France ou la revue Vue, périodique où l'image et la photographie ont une place centrale. Les bibliographies établies et probablement encore non exhaustives nous mettent face à plus de 135 articles parus tout au long de sa carrière et de manière particulièrement intense entre 1930 et 1940. Ces articles peuvent être répartis, me semble-t-il, en deux catégories. Une réflexion sur l'évolution du métier d'architecte et le compte-rendu d'une actualité des projets d'architecture. L'intensité de cette production joue de processus récurrents dans les pratiques, notamment celui du recyclage éditorial, qui voit une circulation des sources, des sujets, entre les différentes revues et encore plus des visuels. Les quelques cartons d'archives que j'ai réussi à ouvrir dans un laps de temps nous donnaient nettement à voir cette manière dont il allait chercher, interroger, je pense que c'était pas cette diapo-là, encore un petit peu après, voilà celle-ci, où il va chercher à s'adresser à ses collègues pour nourrir sa pratique éditoriale en cherchant, ici me semble-t-il, je vous ai mis quelque chose sur la volonté de faire un article analogue. Pardon, je me suis perdue. Alors, Laprade publie également 25 ouvrages, chapitres, recueils et directions d'ouvrages, dont, bien entendu, on le disait, si on peut prendre la diapo d'après, les plus célèbres concernent, bien entendu, les albums de croquis qui paraissent entre 1942 et 1967.
Il va également diriger la collection des documents d'architecture contemporaine française, une publication destinée à valoriser l'architecture française contemporaine auprès d'un grand public. La place significative dans le paysage éditorial français en tant qu'auteur est concomitante avec la participation active d'Albert Laprade aux structures éditoriales de la presse professionnelle. Sa participation à la revue L'Architecture d'aujourd'hui, par exemple, coïncide avec son entrée dans la structure éditoriale de celle-ci. Il entre au comité de patronage de la revue en 1933, créé par Pierre Vagot, pour conférer, je le cite, une certaine autorité à la revue, puis, dès sa mise en place, à un comité de rédaction pour la section historique. Il convient peut-être, enfin à ce stade, d'évoquer brièvement que si Laprade est présent comme auteur, comme rédacteur, au sein de ce paysage éditorial, il est également largement présent comme architecte, largement publié, que ce soit dans des articles spécifiques qui rendent compte de son actualité propre, mais aussi dans des revues, des ouvrages de synthèse sur l'architecture française, que ce soit encore une fois dans des revues grand public comme la revue Vue, ou dans des ouvrages sur l'architecture française, tel que celui porté par Marie Dormoy. Et c'est bien avant tout son statut d'architecte, constructeur, qui lui permet, me semble-t-il, d'avoir aussi accès à ce réseau éditorial. Et c'est à la fois donc bien sa pratique d'architecte constructeur qui légitime sa pratique d'architecte auteur. Merci. Alors, dans l'ensemble de la production éditoriale, Albert Laprade manipule et mobilise des formes variées qui s'adressent à des publics divers. Il se fait ainsi observateur, chroniqueur de la scène architecturale française et internationale, par des voyages en Allemagne, en Italie ou en Turquie. Comme nous l'évoquions précisément, le statut de l'architecte-auteur est donc indissociable de sa place comme architecte-constructeur, la place et le rôle de Laprade dans le paysage architectural français, comme son implication dans les organisations professionnelles, les institutions, nourrissent son activité éditoriale. Il est membre de la Société des architectes diplômés par le gouvernement, du groupement des architectes modernes, de la Société centrale, des réunions internationales des architectes ou de l'UIA, et il mobilise son réseau comme les opportunités que celui-ci lui offre pour alimenter les chroniques architecturales qu'il tient. Ainsi, il rencontre dans la presse professionnelle comme grand public de voyages professionnels qu'il effectue par exemple en Allemagne, à la Triennale de Milan en 1933 ou en 1936, et il s'intéresse ainsi à la nouvelle architecture italienne, par exemple, à l'urbanisme en Afrique du Nord ou à l'architecture allemande qu'il a découverte, je le cite, au contact avec la majorité des plus éminents architectes et à l'occasion de visites, je cite encore, d'une infinité d'édifices les plus variés, maisons ouvrières, bains publics, usines, sanatoriums, asiles de vieillards, sièges de syndicats socialistes, clubs de presse, maisons de fous, halles, cliniques, écoles, musées, buildings d'affaires, magasins, cinémas, stades, théâtres, boîtes de nuit, églises, etc. Et il me semble qu'il y a bien ici la marque d'une prise directe que lui offre son engagement dans la scène architecturale avec la modernité de son temps ou la contemporanéité de son époque. Alors, Laprade porte avant tout toute son attention sur l'architecture française et sa définition, cherchant à se situer dans les débats de son époque. L'effort pédagogique auquel il se prête dans la revue Vue, par exemple en 1933, est instructive. Par le texte et par l'image, renforcée par la ligne éditoriale de l'hebdomadaire, il s'essaie à une présentation de l'architecture en France qu'il partage en 3 tendances. Celle de l'avant-garde moderne, incarnée par Le Corbusier, dont il regrette la rupture avec, je cite, le bagage de connaissances légué par les ancêtres, mais dont, je cite encore, il faut reconnaître qu'il a créé l'habitude d'aborder en face les problèmes modernes. Il identifie aussi cette tendance qu'il nomme le mouvement moderne français, qui, à l'instar des travaux d'Ampéret, s'emploie à l'affirmation constante de l'ossature et de la matière. Et enfin, celle des anciens beaux-arts qui je cite, voilent la face et ne veulent plus rien comprendre. Alors dans ce panorama, il fait indéniablement le choix d'une modernité rationnelle
et se joue d'une tendance à une, je cite, grande liaison entre les peintres, les sculpteurs et les architectes. Et nous aurons, je pense, aujourd'hui à de maintes reprises l'occasion d'illustrer ceci. De manière récurrente, dans ses articles, il en appelle au sentiment et à l'émotion en architecture. Le choix qu'Albert Laprade fait ainsi dans la production architecturale française se traduit particulièrement dans une série d'articles qu'il signe pour l'architecture dans nos provinces françaises. Comme l'indique d'emblée le titre, cette série vise la valorisation d'une production régionale dont lui-même, en 1932, soulignait la rareté de belles réalisations dans un territoire marqué par la Première Guerre mondiale et ses régions dévastées. La thèse de cette série repose donc sur l'existence d'une architecture régionale de qualité, portée par une conception et une pratique du métier d'architecte. La structure des articles elle-même laisse une importante place à l'image, comme une manière de démonstration visuelle. Ne nous tardons pas longuement, dit-il, à commenter l'œuvre en détail, les photographies se suffisent. Laprade s'attache notamment à proposer une description précise du projet par le programme, les contraintes spatiales et l'organisation. Il fait ainsi le choix de présenter les régions par reformulation de leur histoire, l'adaptation du travail de l'architecte aux conditions géographiques, sociales, voire politiques de la région. Il défend ainsi l'idée d'une architecture influencée par son milieu, à la fois très régionale, simple et moderne, pour reprendre une formule qu'il emploie pour qualifier le travail d'Henri-Jacques Lemesme à Megève. Par ailleurs, Laprade insiste également sur le rôle de l'architecte et sa haute mission sociale, qui réside pour lui dans sa capacité à résoudre, avec intelligence et foi, un programme nouveau. Il s'inscrit ainsi pleinement dans les positions que porte la revue L'Architecture, organe de la SADG, pour la reconnaissance et la définition du métier d'architecte dans les enjeux d'organisation, de structuration et de structuration de la profession. Alors je ne sais pas où on en est dans le diaporama, mais probablement bien trop loin, c'est pas grave. Laprade s'attache également à inscrire l'architecture française dans une filiation avec une grande histoire de l'architecture classique, revendiquant dans le même temps le rôle intellectuel de l'architecte. Son entrée à la section historique de l'architecture d'aujourd'hui lui donne l'occasion de faire paraître une série d'écrits thématiques, souvent en lien avec la thématique même du numéro, que ce soit sur la maison individuelle, les hôpitaux ou encore le sport dans le passé. Vous avez dû voir dans le passé une couverture de ceci. Il s'efforce ainsi de restituer des programmes architecturaux dans une histoire elliptique, sélective, basée sur le bon sens et la figure de l'architecture savante. C'est également une manière quasi systématique pour critiquer le fonctionnalisme moderne, le champ lexical de la machine, par exemple, en référence directe avec la machine à habiter de Le Corbusier, est mobilisé à chaque fois pour dénigrer une pratique architecturale qui serait, je le cite, éloignée de la beauté, de l'harmonie, du goût, du tact, d'une sensibilité empreinte d'artisanat. Pour exemple, il dit, par exemple, dans le passé, la maison était le contraire d'une machine habitée, elle était chargée d'amour, de bénédiction divine. Il signe également une série d'articles qui s'appelle « En relisant les vieux auteurs », c'est aussi encore un peu plus haut, qui est dans une architecture moderne, rappelle et revendique l'héritage d'une culture classique. Je suis désolée pour ce rythme un peu effréné. Et dans laquelle il revendique l'héritage de la culture classique comme une référence et il mobilise très largement la citation dans ces travaux-là, et offrant ainsi aussi une expérience de lecteur à ses contemporains pour les confronter directement aux textes anciens de référence, revendiquant ainsi le caractère toujours opérant de la grande culture classique. Alors, voilà, donc vous avez ici notamment surligné en orange la place des citations dans cette série d'articles qui mange quasiment l'intégralité des articles. Alors, ces attachements au passé pour Albert Laprade passent bien entendu par son œuvre éditoriale majeure, les albums de croquis. Vas-y Simona, tu peux passer. Eux aussi répondent à une logique sérielle qui manifeste non seulement l'ambition d'un projet éditorial sur le temps long,
mais aussi une constante idée engagée en 1942 pour pallier le chômage jusqu'à la fin de sa carrière. Si ces albums pourraient s'inscrire dans une tradition des recueils de modèles architecturaux, la Prade ici contribue à la construction d'une nouvelle culture visuelle centrée sur la petite architecture, les modestes maisons des petites villes et de la campagne, les logis modestes. Avant de revenir sur l'objet même de ces albums, je tiens à souligner que ces ouvrages traduisent un réel engagement de l'architecte dans l'acte éditorial, qui place au centre du processus de production, de publication, un travail de redessin. Celui-ci permet à l'architecte, mais également à son agence, d'opérer le passage du croquis d'observation à celui dans sa forme publiée. Le travail nécessaire de sélection, de tri, de correction ou de complément atteste d'un travail minutieux et pléthorique. En ces notes éparses, prises sur des carnets et des bouts de papier, au dos d'enveloppe, ont été ainsi regroupés, recalqués pour former cette collection d'œuvres charmantes, rayonnantes d'esprit et de liberté, résultant tantôt d'une science extrême et tantôt de la plus divine innocence, dit-il. À travers ces albums de croquis, une composition systématique et foisonnante homogénéise graphiquement et est agrémentée à la fois d'un paratexte indistinctement informatif ou appréciatif, et de personnages, ça a été révoqué tout à l'heure, dessinés par sa fille Arlette Barré-Laprade, et qui compose et contribue à composer, à offrir au lecteur une image globale des lieux. Cette forme non verbale, graphique et cumulative, non linéaire de l'architecture traditionnelle dans les différentes régions de France et du bassin méditerranéen propose, me semble-t-il, une image subjective, pittoresque du réel. La Prade mobilise ici les outils de l'architecte, le dessin d'observation, le redessin, la composition, dans un acte éditorial pour établir véritablement une sorte de séquence narrative qui propose un voyage à travers des lieux recomposés et fictifs. Alors, pour conclure, je souhaiterais simplement revenir sur deux éléments, peut-être qu'on peut retourner à la dernière page, qui me semblent significatifs dans le portrait d'un Albert Laprade, auteur. Tout d'abord, il fait la démonstration de sa capacité à utiliser différentes formes de l'imprimé. Le livre comme le périodique, le recueil comme la série éditoriale, l'image comme le texte, et ceci dans toutes ses formes. Son étude permet de mettre en évidence la manière dont les architectes s'emparent des structures de l'imprimé pour en faire à la fois, et en faire un des espaces de réflexion, de débat et de travail de l'architecte. Par ailleurs, parcourir la production de Laprade donne à voir et à penser un triptyque associant la figure de l'architecte intellectuel, l'image d'une grande culture architecturale au service d'une rationalité à la française et la fictionnalisation d'une culture locale et populaire. La capacité de l'architecte à articuler un imaginaire porteur de tradition et une pratique architecturale moderne dénote de sa volonté d'engager, me semble-t-il, dans le débat architectural, une image modérée de la modernité pour laquelle la reconnaissance des caractères régionaux et historiques demeure une tradition légitime pour l'architecte du XXe siècle.